Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le protocole RSA, comment coder, comment décoder et comment craquer. Et bon, ça peut être voilà, pour l'intérêt général, mais ça peut être aussi dans le cadre évidemment de l'agrégation, c'est-à-dire avec des théorèmes, des preuves liées aux résultats d'arithmétique bien connus des candidats à l'agrégation, interne ou externe. Alors, donc on aura trois personnages, Alice, Bob et le coyote, ABC, hein, d'accord. Euh, Alice, alors, quand je vais dire Alice, Bob et le coyote, ça ne veut pas dire forcément les personnages. Quand je dis Alice calcule, c'est pas Alice qui calcule, c'est son ordinateur. Quand je dis Alice partage le nombre n, bon, elle connaît peut-être pas le nombre n, voilà, et Bob non plus, mais c'est simplement les machines qu'ils utilisent, d'accord. Donc, bon, évidemment, il y a ça à avoir un petit peu en tête pour la réalisation de la chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Alice présente une clé publique. Par exemple, elle peut avoir un site internet et où elle met sa clé publique. Si vous voulez m'écrire en message crypté, voici ma clé publique. Bon, beaucoup de gens font ça actuellement. Cette clé publique est un nombre entier naturel n qui est le produit de deux nombres premiers p et q distincts, d'accord. Et attention, elle partage ce nombre-là. En revanche, elle ne partage pas P et Q. Ensuite, il y a la deuxième clé publique, c'est E, un nombre E, entier naturel, qui est premier avec phi de n, où phi est l'indicatrice de l'air. Donc, on partage ça, ce qui va faire que Bob, qui veut envoyer un message à Alice, connaît n et E. Le coyote, qui veut intercepter le message entre Bob et Alice, eh bien, lui, il connaît N et E aussi, mais en revanche, il n'aura que le message crypté et il n'aura pas les moyens de le décoder. Un message, bon, on verra ça tout à l'heure, mais on va imaginer qu'un message, c'est un nombre M. Ensuite, on verra comment, à partir de mots, on peut en faire correctement un nombre M. Un nombre entier naturel, et a priori, on voudrait qu'il soit strictement plus petit que n. Alors oui, quitte à subdiviser, si vous avez une longue lettre à lui envoyer qui risque de donner un nombre, d'aboutir à un nombre plus grand que n, alors bon, la machine va subdiviser votre message en réunions disjointes de sous-messages qui, eux, vont vérifier ça. Bon, mais donc on peut se ramener au cas où m est strictement plus petit que n. Et lui, il va envoyer m puissance e modulo n à Alice. Voilà. M puissance e modulo n. Donc effectivement, il peut le faire, puisque ça, m, c'est son message. La puissance e, il connaît. Modulo n, il connaît. Donc tout ça, ça pose pas de problème. Maintenant, Alice peut retrouver m. Comment elle va retrouver le message? Eh bien, c'est à partir d'un nombre qu'elle seule possède, qui est un nombre D, qui est l'inverse de E dans le groupe Z sur LZ étoile. Voilà. Alors, d'abord, il faut se convaincre que D ne peut pas être connu ni de Bob, ni du coyote. Il faut faire un algorithme d'Euclide, en quelque sorte. Hein. Vous savez comment on fait pour faire un inverse. C'est un algorithme d'Euclide. C'est-à-dire qu'il faut écrire ED moins K phi de n est égal à 1. Comme ça, modulo phi de n, on aura ED égale 1. Et pour avoir D, il faut avoir E, mais ça tout le monde l'a, mais il faut aussi avoir phi de n. Or, phi de n, il n'est pas clair. On a n, mais pour calculer phi de n, combien vaut phi de n? Eh bien, phi de n, il vaut phi de pq
comme P et Q sont premiers entre eux, parce qu'ils sont premiers et distincts, ça fait phi de P fois phi de Q, parce que phi est une fonction multiplicative, ce qui fait que c'est P-1 fois Q-1. Ou si vous voulez, N moins P, parce que N c'est PQ, moins P, moins Q, moins 1. Donc si vous n'avez pas P et Q, et que vous avez juste N, vous ne pouvez pas calculer phi de N. Ça, c'est embêtant. Alors vous allez me dire, bien sûr, il suffit de décomposer N en facteur premier. Justement, ça, c'est pas facile, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, le système RSA est basé sur le fait que la décomposition, il est facile de multiplier, et il est difficile de décomposer. Voilà. Et ça, une machine, sur un nombre qui est énorme, prendra trop de temps. Vous allez me dire, tout est possible si c'est une question de temps, mais là, ce sera un temps, on va dire, non polynomial, en n. On comprend bien, hein, la base du système RSA, c'est qu'il est facile de multiplier, mais il est difficile de décomposer. Donc, coder sera facile, mais décoder, quand on n'a pas la clé, sera difficile. Bien, donc maintenant, on est convaincu que D est difficile à trouver pour le coyote, et donc avec ME, il va rien pouvoir en faire, a priori, ou alors il devra passer énormément de temps à décoder. Maintenant, on va voir le théorème suivant qui permet d'affirmer que D, c'est la clé pour décoder. C'est-à-dire que ME, donc le message que reçoit Alice, quand on le met à la puissance D, c'est congru à M modulo N. Donc, étant donné que M est strictement inférieur à N, et qu'elle a M modulo N, elle a M, vraiment. Donc, elle va avoir le message. Voilà. Alors, on va faire la preuve de ça. D'abord, on dit que ED moins K phi N est égal à 1. Ça, c'est l'identité de Bezout appliquée au fait que E et phi de N sont premiers entre eux. D'accord ? J'ai mis un moins ici pour que K soit un entier positif. On verra dans la suite que c'est bien comme ça. Mais bon, on s'en fiche, évidemment. Hein. Si K était négatif, eh bien là, on n'aurait jamais 1, hein, vous vous doutez bien. Maintenant, il faut montrer que M puissance E puissance D est congru à M modulo N. Comme N est égal à PQ, ce qu'on va voir, bon, on le précisera plus tard, c'est qu'il suffit de montrer qu'il est congru à M modulo P et congru à M modulo Q. Mais par symétrie, il suffit de le montrer modulo P. Donc montrons que ce nombre, n puissance ED, finalement, est congru à M modulo P. Vous avez deux cas, soit P divise M. Dans ce cas-là, P divise M, ici, on aura 0 modulo P. Et ici, on aura 0 aussi modulo P. Voilà, puisque P divise M, hein, donc P divise M puissance ED. Donc on aura 0, congru à 0, donc c'est bon, la congruence est bonne. Maintenant, si P ne divise pas M, alors maintenant modulo P, ça veut dire qu'on travaille dans Z sur PZ, mais comme M est non nul dans Z sur PZ, eh bien M est dans Z sur PZ étoile, qui est un groupe multiplicatif d'ordre P-1, et M puissance P-1 va être égal à 1. Voilà, donc maintenant c'est facile, on écrit M puissance ED, c'est M puissance 1 plus 1 plus phi de n fois k, mais phi de n, c'est p-1 facteur de q-1, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ici, on a m fois m puissance 1, hein, donc m, fois m puissance. Ici, on a puissance p-1 par Lagrange, ou si vous préférez par Fermat, ça fait 1. Et donc, il nous reste 1 puissance q-1 k, et donc ça fait 1. Donc ici, il ne nous reste plus que m. Alors, on finit la preuve de ce théorème. Donc je vous rappelle que n est égal à PQ, P et Q sont premiers entre eux, donc Z sur NZ est isomorphe à Z sur PZ croix Z sur QZ, on va dire en tant qu'anneau. Hein. Ici, on vient de montrer que M puissance E puissance D est congru à M modulo P, et de même, il est congru à M modulo Q. Donc maintenant, regardons l'image de M, mon message, modulo N, par l'application du lemme chinois. Bien, ça nous fait, par définition de l'application, hein,
M modulo P ici, et M modulo Q. Bon, c'est bien défini, on connaît l'application du lemme chinois. Bon. Maintenant, de la même manière, eh bien, l'image de n puissance E puissance D modulo n par l'application du lemme chinois, ça va être lui modulo P et lui modulo Q, comme l'autre. Mais on vient de montrer, d'après ça et ça, que ça c'est M modulo P et là c'est M modulo Q. Donc ça veut dire que ces deux éléments ont même image, okay, ça et ça, et donc ils sont égaux dans Z sur NZ, ce qui veut dire que M puissance E puissance D est concru à M modulo N, et ce qui fait que Alice va pouvoir retrouver le message de Bob sans que le coyote, a priori, qui ne connaît pas D, puisse décoder. Voilà. Alors, cette preuve, elle est faite dans Carnet de voyage en algébrie 4.2.15 de cette manière-là. Maintenant, pour ceux qui remarqueraient avec raison que ça fait un développement un petit peu court, je conseille de parler des attaques. Alors, avant de passer aux attaques, on peut se demander comment on traduit un message en un seul nombre. Oui, j'utilise le code secret. Finalement, tout un message en un seul nombre. Alors, bon, on peut le deviner soi-même, mais bon, voilà une petite idée de comment ça se fait. Vous prenez vos caractères, les caractères que vous allez utiliser, bon, ça dépend de votre langue évidemment, mais A, B, C, D jusqu'à Z, que vous allez donc A, ça va être 0, B, ça va être 1, C, ça va être 2, jusqu'à Z, 25. Le bit, est-ce un Z ou est-ce un R? L'espace, vous allez compter comme 26. Vous allez mettre le point, la virgule, bon, les majuscules, si vous voulez, c'est le luxe. Vous allez prendre les caractères spéciaux, les accents, les caractères accentués, etc. Disons, pour se fixer les idées, qu'on a 60 caractères. Bon, à la louche. Et ces caractères vont de 0 à 59. Donc, un message, ça va être une suite de caractères. Voilà, M0, M1, indice K-1. Donc là, on a K caractères qui se suivent, et les MI sont tous compris entre 0 et 59. Donc, avec ça, bon, évidemment, on ne va pas l'écrire en base 10. Il faut l'écrire en base 60, si on a 60 caractères, de 0 à 59. Donc, on va écrire le nombre, M, le message M en tant qu'élément de N, ça va être M0, plus M1 fois 60, plus M2 fois 60 au carré, jusqu'à MK fois MK-1, fois 60 puissance K-1. Voilà. Donc on sait qu'à partir d'un nombre comme ceci, on peut en extraire. On a un algorithme qui nous permet d'extraire M0. Il y a unicité, évidemment. C'est justement ça, la base 60, la base N. Et bien on a M0, M1, MK-1. À partir de M, on peut les extraire. Donc c'est une suite de division euclidienne, vous en doutez. Alors maintenant, jusqu'où va M? Petit m va être plus grand que 0. Si juste la lettre A, ce sera 0. Comme tous les MI sont inférieurs à 59, petit m va être inférieur, je mets 59 en facteur, et ici je reconnais une série géométrique de raison 60 et de premier terme 1. Donc ça va être 60 puissance k moins 1 divisé par 59, mais quand on multiplie par 59, ça s'élimine. Et on rappelle que petit m, pour être déterminé modulo n, eh bien, il doit être strictement inférieur à n. Donc on va prendre 60 puissance k moins 1 doit être strictement inférieur à n, ce qui fait que k doit être strictement inférieur à log de base 60 de n plus 1. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a n, donc à partir du moment où on a n, qui, je vous rappelle, c'est une donnée publique, eh bien, on va avoir le nombre de caractères max à envoyer à la fois. Donc, quand on a un message un peu long, il va falloir prédécouper votre message en groupes de k caractères, et ensuite le recompiler. Voilà. Et on va pouvoir passer aux différentes attaques, attaque de Fermat, l'attaque probabiliste et l'attaque de Wiener.
carnet de voyage en algébrie, on parle de l'attaque de Fermat, qui est assez rapide à raconter. L'attaque probabiliste, qui est facile à présenter, mais en revanche un peu plus dur si on veut calculer les probabilités, et l'attaque de Wiener. Alors, bon, l'attaque de Wiener, elle utilise des théorèmes qui... Bon, là, c'est plus pour la curiosité, parce que à la grecque, ça va être un peu long, ou alors, dans un autre contexte, c'est le contexte de l'approximation diophantienne. Elle est très très jolie, et je la conseille. De toute façon, toutes ces attaques RSA sont, pour moi, vraiment des représentations des preuves du génie humain. C'est comme dans les films, c'est les méchants qui sont les meilleurs rôles, les plus prisés par les acteurs. Les méchants de James Bond, regardez, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, quand on dit coyote, dans la représentation du coyote, c'est un animal stupide. Dans la vraie vie, je suis persuadé que le hacker, c'est vraiment la personne la plus astucieuse. Bien, alors, on peut après se dire, ah oui, pourquoi hacker? Il y a deux raisons, on va dire une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. On va dire le goût de l'interdit et de la recherche du secret. La bonne, c'est ce qu'on appelle la devise du white hat, c'est-à-dire vérifier la sécurité du système. C'est comme ça qu'a commencé Edward Snowden. Eh bien, nous voilà partis sur 3 types d'attaques complètement différentes qui vont nous donner une idée de comment il faut choisir P et Q, comment il faut choisir E et D pour que le système soit le mieux sécurisé. Voilà. En tout cas, on va voir ça en tant que white hat. Envoyez ça immédiatement. Avec les codages du plus haut niveau du Kaiser. Alors, donc, dans le cadre du codage RSA, on va parler maintenant de l'attaque de Fermat. Bon, qui n'a rien à voir avec RSA, mais on appelle ça l'attaque de Fermat. Alors, je vous rappelle que N, c'est P fois Q. P et Q sont premiers distincts. Phi de N, c'est finalement P-1 fois Q-1, donc c'est N moins P moins Q-1, parce que N, c'est P fois Q. Et que craquer le code à partir de N et E revient à avoir ce nombre D. Alors, pour avoir D, il suffit d'avoir phi de N, appliquer à phi de N et E l'algorithme d'Euclide, et pour avoir phi de N, il suffit d'avoir P et Q. En fait, il suffit d'avoir P plus Q. Voilà. Donc, on va essayer, on va faire des tentatives pour avoir P plus Q. Je vous fais remarquer que, étant donné qu'on a PQ, ça c'est N, le fait d'avoir P plus Q, si on a P plus Q et PQ, eh bien, on a P et Q. D'accord? Puisqu'ils sont racines de l'équation du second degré, on sait résoudre une équation du second degré, x2 moins P plus Q x plus PQ égale 0. Messieurs, nous devons décoder un message de la plus haute importance. L'attaque de Fermat dit la chose suivante. Si P moins Q est strictement plus petit que C fois N puissance 1 quart, où C est une constante, alors on peut factoriser N en moins de C2 sur 2 CC. Alors on y va. Comment on fait? Donc, on va déjà poser x égale P plus Q, y égale P moins Q. Donc x2 moins y2, c'est une identité remarquable que vous connaissez, ça fait 4pq, donc 4 fois n. Voilà. Ce qui va faire que x2 va être strictement plus grand que 4n. Ok? Maintenant, x est donc strictement plus grand que 2 racines de n, et donc x est strictement plus grand que la partie entière, inférieure, de 2 racines de n. Et ça, je pose m égale à la partie entière de 2 racines de n.
Donc maintenant, puisque x est plus grand, ben ça veut dire qu'on peut écrire x égale m plus j avec j strictement positif. Et maintenant, on va faire des essais. Donc on essaye x, on met petit x ici, on met petit n ici, on résout ça, et si on a des nombres entiers, on aura n égale le produit de deux entiers, et par unicité de la décomposition de n, de deux entiers, évidemment, s'ils sont différents aucun des deux n'est égal à 1, eh bien, on va avoir P et Q. On aura P et Q. Voilà. Donc là, c'est bien, mais maintenant, on va faire des essais, mais combien il y a d'essais pour J? On va commencer par 1, mais on va jusqu'où? Est-ce qu'il y a une borne? Donc c'est là où on va voir la borne. Eh bien, J est strictement positif, d'après ce qu'on a vu. C'est égal à x moins m. Donc x, c'est P plus Q. Donc là, je mets P plus Q. M, il est strictement supérieur à 2 racines de n moins 1, puisque c'est la partie entière de 2 racines de n. Donc moins m est strictement inférieur à moins 2 racines de n plus 1. Donc j'ai cette inégalité-là. Maintenant, le 1, je le mets de côté. Ici, je multiplie par la quantité conjuguée, donc ça va être P plus Q carré moins 4n au numérateur, et P plus Q plus 2 racines de n au dénominateur. Voilà. Mais P plus Q carré moins 4n, ben, quand on va développer, on va avoir P2 plus Q2 plus 2PQ. Donc il va y avoir moins, comme n est égal à PQ, on va avoir du moins 2PQ, donc on va avoir P moins Q au carré. Et là, bon, je fais vraiment une majoration grossière. Ici, j'élimine P plus Q pour ne garder que 2 racines de n. Et donc je garde le plus 1. Maintenant, comme P moins Q, par hypothèse, il est inférieur à ça, bon, bien sûr, hein, ça, on le met en valeur absolue, hein, évidemment. Ou alors on suppose que P est plus grand que Q. Alors ça nous fait P moins Q au carré est inférieur à C2 fois racine de n. Donc il va rester que C2 sur 2 et plus 1. Voilà. Donc on voit bien qu'on peut se contenter de C2 sur 2 et C, hein, entre 0 et C. Voilà. Moralité. Moralité, voilà, donc là maintenant, c'est là où le gentil hacker, le white hat, va conseiller les gens qui font du codage RSA, et il faut que P moins Q ne soit pas trop petit, c'est-à-dire il faut que P et Q ne soient pas trop proches, parce que si on les met un peu éloignés, ça fera que C sera grand, parce que C il existe toujours évidemment, mais on sera obligé d'avoir un C assez grand. Donc voilà, et si C est assez grand, eh bien il y aura beaucoup d'essais et ça va être dur. Voilà. Voilà la morale, et on va s'arrêter là et on va passer à une autre attaque. Alors là, on va passer à un autre mode d'attaque, qui est complètement différent, qui peut paraître scandaleux quand on vient de sciences exactes comme les mathématiques, c'est l'attaque probabiliste, c'est-à-dire qu'on va partir d'un élément au hasard, et on va espérer que ça marche. Bon, vous allez me dire, tout en mesurant le hasard et la probabilité que ça marche, voilà. Donc bon, j'ai envie de dire whatever works, comme disent les Anglais. Allons-y. Voici l'attaque probabiliste. On suppose, donc on a ce n, le n on l'a, c'est la clé publique. On suppose que l'on doit trouver x bar dans z sur nz étoile, tel que x carré égale 1. Mais attention, il ne faut pas tricher, bien sûr, parce que vous avez 1 au carré qui vaut 1, moins 1 au carré qui vaut 1, donc il faut prendre x différent de 1 et moins 1. Supposons qu'on ait ça. Alors, on peut retrouver P et Q facilement avec un petit algorithme de Euclide. Alors déjà, on va prouver ce fait. On va partir
du lemme chinois, hein, qui va dire que Z sur NZ étoile, donc c'est le lemme chinois étoilisé, hein, qui est isomorphe, là cette fois-ci comme groupe multiplicatif, à Z sur PZ étoile croix Z sur QZ étoile, voilà, toujours la même application. C'est-à-dire que ce que je veux faire, c'est transposer cette équation, là ici, où je peux, comme j'ai des corps, Z sur PZ et Z sur QZ, je peux mesurer le nombre de solutions. Donc ici, si Xn va vers ça, bon, on sait que 1, son image c'est 1, 1, ici, 1 modulo P, 1 modulo Q. Xn carré, comme c'est un morphisme de groupe, ça va aller vers XP carré, XQ carré, évidemment. Maintenant, quand on va écrire que ceci est égal à cela, d'accord, ça veut dire que ceci est égal à cela, donc XP carré est égal à 1, XQ carré est égal à 1. Donc là, comme on est sur un corps, il n'y a que deux solutions, 1 et moins 1, d'accord, qui sont distinctes, hein, puisque P et Q sont impairs. Donc ça veut dire au final que XP et XQ, c'est soit 1 ou moins 1, 1 ou moins 1, ce qui nous fait 4 solutions en tout. Bon. Alors, parmi ces solutions, il va y avoir la solution 1, 1, qui, quand on récupère l'élément, si on prend 1, 1, évidemment là c'est 1. Si on prend moins 1, là évidemment c'est moins 1. Je vous rappelle que c'est un isomorphisme, donc si 1 va vers 1, 1, 1, sa réciproque c'est 1, il y en a qu'une. Et pareil pour moins 1. Et puis il va y avoir deux autres solutions qui sont opposées, modulo n, et ça va être les solutions 1, moins 1 et moins 1, 1. Et c'est celles-là qui vont nous intéresser. Celles qui sont différentes des solutions qu'on peut appeler triviales. Hein. Alors, on va dire que S, c'est celui qui vaut moins 1 modulo Q, 1 modulo P, et T, c'est l'inverse. D'accord ? Donc, je vais écrire une identité de Bezout entre P et Q, hein, ils sont premiers entre eux, c'est deux nombres premiers distincts, donc on a UP plus VQ égale 1. Ça nous fait S égale VQ moins UP, d'accord? Vous vérifiez. Donc ça, c'est le truc classique. Hein. Modulo P, ça fait VQ, mais VQ modulo P, ça fait 1. Modulo Q, ça fait moins UP, mais modulo Q, UP, ça fait 1, donc moins UP, ça fait moins 1. Donc S correspond bien à 1, moins 1. Et T, on prend moins S, d'accord? Et qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver S plus 1 égale VQ moins UP plus 1. Donc ça, c'est un peu artificiel, mais j'ajoute 1. Pourquoi? Parce que 1 moins UP, ça fait VQ. Donc ici, j'ai 2 VQ. Très bien. De la même manière, j'ai T plus 1 qui va être égal à 2 UP. Or, vous pouvez vérifier que V et P sont premiers entre eux, puisque vous avez une identité de Bezout, V ici et P ici. Donc ils sont premiers entre eux. Ce qui va faire que S plus 1, quand vous regardez S plus 1, et quand vous regardez N qui est égal à PQ, comme P, P est impair, hein, P et V, donc P et 2V sont premiers entre eux, ça veut dire que le PGCD de S plus 1 et de N est égal à P. Donc, je trouve X bar, qui est une solution non triviale de ça. Je le relève dans Z. Je regarde son PGCD. J'ajoute 1. Voilà, à ce relevé que j'ai trouvé. Je regarde le PGCD, ça c'est facile, hein, calculer un PGCD, c'est l'algorithme d'Euclide, de S plus 1 avec N. Eh bien, je tombe sur P. Donc on peut trouver P et donc on peut trouver Q. Voilà. Et pareil, on trouve Q avec ça, ou alors on trouve Q parce que c'est N sur P, parce qu'une fois qu'on a trouvé P, voilà. Alors, peut-être vous vous souvenez d'Agamemnon qui disait celui qui a vécu par le fer périra par le fer. C'est pareil pour RSA avec l'attaque probabiliste. C'est-à-dire qu'il a vécu par le lemme chinois, il périra par le lemme chinois ici. Voilà. Après ces constatations, on peut aussi se dire, ok, très bien, mais quand même, un X qui vérifie X2 égale 1 dans un groupe aussi grand, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Ok, c'est vrai. Alors, voilà une façon probabiliste d'améliorer notre résultat.
Je pars de Y. Il est dans Z sur NZ étoile. Imaginons que je tombe sur un Y d'ordre pair. Ça, je peux mesurer la probabilité de tomber sur un Y d'ordre pair. Et je vais calculer ces puissances successives jusqu'à ce que, bonne pioche, puisqu'il est d'ordre pair, j'ai YA au carré égale 1, sans que YA soit égal à 1. Donc, d'accord? Donc déjà ça. Mais il faudrait que YA soit pas égal à moins 1 non plus. D'accord? Voilà. Donc, il suffit de prendre un élément au hasard, regarder ses puissances successives, jusqu'à ce qu'on tombe, par chance, là-dessus. Alors, dans le carnet de voyage en algébrie, on calcule le nombre d'éléments Y qui sont dans Z sur NZ étoile. D'accord? De toute façon, quand on prend un élément Y au hasard, modulo N, il est dans Z sur NZ étoile. Et s'il n'est pas dans Z sur NZ étoile, c'est que le PGCD de Y et de N, c'est égal à P ou Q. Donc déjà, on a gagné. Alors là, ce serait une chance extraordinaire, on n'y pense même pas à cette chance. Donc, a priori, on tombe sur Y dans Z sur NZ étoile. Maintenant, combien il y a d'éléments, pour calculer un petit peu nos chances, combien il y a d'éléments dans Z sur NZ étoile, tels que une puissance de Y vérifie l'équation x carré égale 1 avec x différent de 1 ou moins 1. Bon, alors, dans le carnet de voyage en algébrie, on fait ça en exercice. C'est un exercice un petit peu long, je trouve, pour faire un développement. C'est pour ça que j'en parle pas ici. C'est le nombre est égal à grand N, 2 puissance RQ-2 facteur de phi de n sur 3 facteurs de 2 puissance RP moins RQ. Alors, qu'est-ce que c'est RP et RQ? RP, c'est la dévaluation de P-1, donc la puissance maximale, hein, parce que P-1 est pair, déjà, hein, on le sait. Donc, mais P-1 peut être divisé par une certaine puissance maximale de 2. Voilà, c'est ça. Et pareil pour RQ. Et je vais supposer que RQ est, quitte à échanger P et Q, que RQ est strictement plus petit que RP, voilà, ou plus petit ou égal à RP. Et donc, ça fait ça. Donc, la probabilité, si on divise par le cardinal de ça, phi de n, ça nous fait ça comme probabilité. Voilà, donc on peut mesurer la probabilité, nos probabilités de chance. Alors après, bon courage pour calculer toutes les puissances de Y, hein, mais voilà, c'est une attaque probabiliste, une attaque d'un autre type, hein, qui peut un petit peu choquer quand on a l'habitude de faire des sciences exactes, mais ça fait partie de la vie. Hein. Alors maintenant, on va voir l'attaque de Wiener. Vous allez voir que c'est une attaque sacrément tordue, mais bougrement intelligente. Regardez, elle va utiliser un théorème de Legendre qui est du fin du 18e même, hein, qui s'appelle qu'on appelle théorème de meilleure approximation. Pour ça, il faut que je réintroduise les fractions continues. Je viens de faire une série de petites vidéos là, sur les fractions continues, vous pouvez regarder, hein, mais bon, pour dire rapidement, on prend alpha un réel strictement positif, on va décomposer alpha comme ceci, on a une fraction continue qui va s'arrêter si alpha est rationnel et qui va être infinie si alpha est irrationnel. Donc Q0 ici, lui il est positif ou nul, ça va être le seul, les autres vont être supérieurs, ça va être des entiers, hein, supérieurs ou égaux à 1. Mais là celui-là il peut être positif ou nul, parce qu'ici on a Q0 égale à la partie entière de alpha. Donc ça nous fait alpha égale Q0 plus alpha moins Q0, hein, qui va me contredire. Donc ça va faire Q0 égale 1 sur alpha moins Q0. Comme ça, c'est strictement positif d'après ça, et c'est inférieur à 1. Donc ça va être supérieur à 1. Donc on va reprendre la récurrence. On va poser alpha égale cet élément-là, et on va décomposer ici ce alpha-là. C'est-à-dire, en gros, qu'on va reprendre la partie entière de cet élément,
et plus 1 sur, et donc on va avoir la partie entière de cet élément-là, ça va être Q1, plus 1 sur Q2, etc. Et je vous dis, ici c'est positif ou nul, ça c'est des entiers, tout ça c'est des entiers, les QI, et ça c'est plus grand ou égal à 1, et puis on continue, on s'arrête, à un moment ça s'arrêtera si alpha était un rationnel, et sinon ça s'arrêtera. Bref, c'est la décomposition en fraction continue de alpha. Alors, ça veut dire que finalement, alpha c'est la limite d'une suite où on va tronquer, en quelque sorte, on va regarder juste alpha k égale q0 jusqu'à qk, on s'arrête là, hein, d'accord, on s'arrête ici quand on aura, bon par exemple, voilà, alpha 3, hein, ça va faire ça. Voilà. Bon, en fait, ça continue, mais alpha 3, c'est juste quand on s'arrête à Q3. Voilà. Alors, le théorème de meilleure approximation, qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que les fractions continues, ce sont des objets d'approximation du différentiel. Donc, les alpha k sont des rationnels, alpha, il est réel, voire il peut être rationnel. Voilà. Et ce sont de bonnes approximations. Et on peut même dire que si A sur B est un des alpha k, alors alpha moins A sur B a une chance sur deux, à peu près, d'être strictement inférieur à 1 sur 2B2. D'abord, les alpha k qu'on obtient sont sous une forme irréductible, on ne peut pas simplifier, et ici, on va avoir cette inégalité sur 1 sur 2, c'est-à-dire qu'il y a un théorème qui dit que entre alpha k et alpha k plus 1, il y en a 1 sur 2 qui va, au moins 1 sur 2, qui va vérifier cette inégalité. Ce qui veut dire que, déjà, on sent qu'on a quand même une bonne approximation du réel, mais en fait, c'est une meilleure approximation. C'est-à-dire que, inversement, si on a alpha moins A sur B en valeur absolue strictement inférieure à 1 sur 2B2, alors A sur B est un des alpha k. Bon, alors ça, c'est quand même quelque chose de très fort et qui nous engage à aller vers la décomposition en fractions continues d'un réel plutôt que la décomposition, hein, vérifiée, hein, mais comparer ça à la décomposition décimale, hein, voilà, réel. Bon. Alors, Wiener a l'idée d'utiliser ce théorème pour une attaque de RSA. Je vais vous le dire globalement, et ensuite on rentrera un petit peu plus dans les détails. Donc je vous rappelle que dans RSA, on a la clé publique N égale à PQ, E, qui est un élément qui est premier avec phi de N, qu'on prend presque toujours dans RSA, E est strictement plus petit que phi de N, ça c'est vérifié. Et on va supposer, là ici, que P est strictement plus petit que Q, bon ça on peut toujours le supposer, mais strictement plus petit que 2P. Ce qui fait penser au postulat de Bertrand, hein, dont on a vu il n'y a pas longtemps une preuve d'Erdos sur cette chaîne. Et on a D, supposons qu'on ait D strictement, alors D, je vous rappelle qui c'est, hein, D, c'est un représentant, hein, de l'inverse de E modulo phi n, donc de sorte à ce qu'on ait ED moins K phi n égale 1. Et on va supposer que D est strictement inférieur à racine quatrième de n sur racine de 6. Bon. Alors, donc, là, on peut dire que le système RSA va être faible parce que l'attaque de Wiener va être ça va être blitz cette fois-ci, vous allez voir. Parce que, en fait, K sur D, ici, va être un des alpha K, là, avec alpha égale E sur N. Alors, alpha égale E sur N, ça veut dire que alpha est un rationnel. Maintenant,
la décomposition, le nombre de divisions euclidiennes qu'il faut faire, ici, le nombre de divisions, parce que là, ça revient à faire des divisions euclidiennes, le nombre de divisions euclidiennes qu'il faut faire pour avoir toute la suite des éléments, qui est fini maintenant, d'après ce qu'on a dit, puisque là, alpha est un rationnel, donc ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand? Il se trouve que ça va s'arrêter avant, on a une borne du nombre d'opérations, et ça va être en O, grand O, de log de base phi de n. En gros, c'est du O, grand O, de log de n. Phi, c'est le nombre d'or, mais on peut prendre tout simplement log de n. Donc il y a quand même finalement assez peu d'opérations, c'est en log de n, là quand même c'est facile. Et ça veut dire que l'attaque, elle va être vraiment blitz, parce que on connaît E, ça c'est une clé publique, ça c'est une clé publique, donc on connaît alpha égale E sur n, on calcule, on fait ce calcul, ça c'est très rapide, et on va tester tous les D possibles, parce que finalement D, c'est lui qui nous permet de décoder, voilà. On va tester tous les D possibles, et des dés possibles, il y en a vraiment très peu. Alors après, on verra comment on va choisir D parmi les dés possibles, mais il y en a assez peu et ça va être assez rapide. Alors, comment ça va se démontrer? Voilà, je vous donne l'idée générale, après on pourra rentrer dans les détails. On va dire, ici, comme ED moins K phi n est égal à 1, ça veut dire que E, je divise ça par D phi n, donc ça va faire E sur phi n moins K sur D, bon, je prends la valeur absolue, est égal à 1 sur D phi de n, donc ici, comme c'est tout positif, je prends la valeur absolue, et après, maintenant, comme phi de n va pas être loin, très très loin de n, parce que, bon, vous voyez bien, parce que n, il est quand même juste produit de deux nombres premiers distincts, eh bien, E sur n ne va pas être très loin de K sur D et va vérifier ceci. Et là, d'accord, on va appliquer le théorème de meilleure approximation pour affirmer qu'on peut trouver D en un nombre très limité de coups, c'est-à-dire de l'ordre de log de n. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant pour montrer que ces hypothèses-là vont bien impliquer ça, toutes ces hypothèses. Mais bon, j'ai voulu faire un petit raccourci de preuve à la va-vite pour contenter le mathématicien impatient. Alors, allons-y pour la preuve. Donc, j'ai mis ici les hypothèses. P strictement inférieur à Q, strictement inférieur à 2P. E strictement inférieur à phi de n. Bon, ça, c'est une hypothèse, c'est toujours vrai dans RSA. Celle-là, D très petit, bon voilà, par rapport à n, c'est-à-dire D est strictement plus petit que la racine quatrième de n sur racine de 6. Bon, je vous rappelle que là, ça c'est des choses de définition. ED moins K phi de n est égal à 1. K est positif. Tout ça, tous les nombres ici sont positifs. Donc allons-y. Bon, comme n est égal à PQ, il est strictement plus grand que P2, d'après ça. Phi de n, je vous rappelle que c'est phi de P, phi de Q, donc c'est P-1 facteur de Q-1, donc je développe comme ça. P plus Q, maintenant, j'ajoute P, ici ça fait P plus Q est strictement inférieur à 3P. Mais P, d'après ça, il est strictement inférieur à racine de n, donc ici, j'ai P plus Q strictement inférieur à 3 racines de n, ce qui va faire que n moins phi de n plus 1, qui est égal à P plus Q, va être strictement plus petit que 3 racines de n. Donc, bon, de toute façon, là, n moins phi de n plus 1, donc finalement, n moins phi de n est strictement plus petit aussi que 3 racines de n. Bon, je pourrais mettre le moins 1 ici, mais bon, on va s'en passer. Donc, je garde ça au chaud. Je reprends maintenant E sur n moins K sur D, et ce que je veux montrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je veux montrer que c'est strictement plus petit que 1 sur 2D2, et regardez comme c'est joli, vous avez ED moins Kn sur ND,
Maintenant, comme on connaît bien l'approximation de phi de n, ben, je vais enlever k phi de n plus k phi de n ici, voilà, artificiellement. Là, je reconnais ED moins k phi de n, donc c'est 1. Ici, ben, je mets en facteur k, donc j'ai k facteur de n moins phi de n, voilà. Et comme ça c'est positif, ben, la valeur absolue de ce nombre-là ben, va être strictement plus petit que ça, forcément. Hein. Donc ça, on s'en convainc facilement. Ce qui va faire que ça va être strictement plus petit que... Bon, je reprends lui, 3 racines de n, mais la fois k, sur nd, donc 3k sur d racines de n. D'accord? Je simplifie ici. Alors maintenant, j'ai k sur d. K, regardez, c'est d'après ça ED-1 sur phi de n. Donc, comme E est strictement plus petit que phi de n, bah, ça va être strictement plus petit que d. Ce qui va faire que ça, c'est ce truc-là est strictement plus petit que 3 sur racine de n. Voilà. Et maintenant, je ressors ce truc-là. Et je dis que 1 sur racine de n, c'est strictement plus petit que le carré de d sur racine de 6. Et je simplifie avec les 3, et il reste 2. Et ça me donne mon inégalité, qui, par le théorème de Legendre, va assurer le fait que k sur d est une meilleure approximation de E sur n. Donc se retrouve parmi la liste des fractions continues tronquées hein, de E sur n, qu'on peut calculer, qui s'arrête au bout de O de log de n étape, hein, un grand O de log de n. Voilà. Et donc on regarde le dénominateur irréductible de ces choses-là, et on tombe sur un D. Voilà. Alors, comment on sait que D, c'est le bon D? Bon. Parmi tous les dénominateurs qu'on va avoir quand on va faire la décomposition en fraction continue de ça. Eh bien, le tout, hein, c'est de prendre un dk possible. Pour chaque dk, on prend x dans z sur nz, et on regarde si x puissance d est congru à x modulo n. Comment on prend x? Ben, au hasard. Voilà. Et si ça marche, ben, c'est que le d doit être bon. Hein, et puis, on va tenter de faire le décodage, parce que de toute façon, on n'a besoin que de d hein, pour décoder, et on va tenter le décodage avec d, et si ça marche, ben, tant mieux. J'ai percé le code. Si ça marche pas, on en cherche un autre qui va vérifier ça, mais a priori, ça devrait marcher. Voilà. Et comme ça, la guerre sera terminée. Bien joué. Oh, ma chère Pauline. Bien joué. Vous êtes formidable. Et bien après RSA, la prochaine fois, on apprendra à décoder et à craquer les codes sociaux.